Bonsoir à vous, bienvenue dans ce premier back-check du mois de février. On est avec Robin Leblanc, Marc Leuenberger et Stéphane Rochette. On a une nouvelle fois passé une très bonne soirée de hockey sur glace. Le niveau est une nouvelle fois au rendez-vous. On va tout vous résumer, on va tout vous dire de ce qu'il s'est passé dans les 4 matchs qui étaient au programme ce soir. Mais s'il y a une image qui doit résumer quand même cette soirée, c'est le mauvais début de match connu par le gardien des ZSC Lions, Ludovic Weber, là, qui s'est construit un petit peu un but tout seul, qui a profité à Fabrice Herzog. Oui, c'est vrai que ce n'est pas le meilleur moyen, hein. Vous en conviendrez par vous-même, de commencer un match. On n'a même pas joué 5 minutes de jeu, Robin Leblanc, que Weber, qui fait pourtant une bonne saison, hein, qui a beaucoup de temps de jeu, par rapport à Flueller qui est décevant. Là, ça commence à l'envers quand même. Oui, puis ça arrive à tout le monde, hein, des erreurs comme ça une fois dans une carrière. Mais Herzog, lui, était bien content qu'il ait fait cette erreur-là. Un petit but facile comme ça, c'est toujours le fun. C'est surtout un but à 4 contre 5 parce qu'Ambul venait d'être pénalisé, Marc Leuenberger. Donc il y a vraiment tout qui est allé à l'envers. Tout qui est allé à l'envers. Ça arrive, ben voilà. C'est quand même difficile. Il est là, on le voit, il veut faire la passe. Il voit que Herzog vient d'un côté, il veut se retourner. Pour le moment où il se retourne, il n'a plus sa canne correctement dans les mains, puis le pote qui est entier pas. Je pense qu'il a été surpris que Herzog vienne derrière la cage. Ça, certainement aussi. À 4 contre 5. À 4 contre 5, tu dis il va tourner, il va repartir. Non. Il s'est permis une petite feinte. Une feinte ratée. Il ne va plus réessayer, je pense. Mais ça arrive. Bon, dans ce match, entre une équipe de Davos qui avait perdu sa dernière sortie, mais qui restait avant sur 6 victoires, une équipe de Zurich, hein, qui a prouvé qu'elle avait quand même une profondeur assez énorme. Il ne va pas se passer grand-chose entre ce but à la 5e minute de jeu et le suivant qui va intervenir en 3e période. On rentre à la 44e minute de jeu. Et quand Zurich a envie de faire des choses bien, je dois dire, Marc, elle se repose souvent ces temps sur la ligne avec Hollenstein, Bodenman et Andrighetto. Ben oui, c'est quand même 3 joueurs très, très intéressants qui... Bodenman, c'est peut-être pas le plus rapide des 3, mais c'est comme des joueurs avec Andrighetto et Hollenstein qui mettent de la vitesse, de la technique et qui arrivent à déjouer facilement les adversaires. C'est 3 joueurs qui sont très, très intelligents, qui ont du bon sens du jeu et ils sont très malins. Donc, si vous leur donnez juste un peu d'espace, là, vous payez le prix, c'est pas long. Hein? Et pourtant, derrière, Robin, je reviens vers toi tout de suite, c'est même pas... c'est quoi 32 secondes pour être précis après que Davos reprend les commandes de ce match avec la belle passe de Baumgartner pour Turunen. Oui, ça avait été un gros but pour Davos, hein, comme ça, rapidement après que Zurich ait fait le 1-1. Ça aurait vraiment pu les remettre en jambes pour le match, mais on va voir la suite, c'est pas ça qui arrive. C'est pas ça qui est arrivé, parce que les 10 dernières minutes, Zurich va mettre le pied sur l'accélérateur et il va vraiment faire vivre une fin de match très compliquée à la formation grisonne. Regardez plutôt, hein, on va vous enchaîner les buts parce qu'il y en a eu beaucoup qui sont tombés à la suite. 51e, 2 buts qui tombent dans cette minute. Prassel et Pedretti d'abord, Marc Leuenberger. Zurich là, revient à hauteur et passe devant pour la première fois du match. Oui, ben, on sait, hein, quand Zurich vient et puis avec la vitesse et les joueurs qu'ils ont, mis beaucoup de pression. Les joueurs de Davos sont là, mais ils sont tous focusés, omnubilés par le puck et ils ne prennent pas vraiment le joueur. Le joueur, il est entre 4 joueurs davosiens, mais c'est comme lui qui a le puck. La passe de lâche est magnifique. Hein? Un petit flip pass à travers la boîte, là, magnifique. Voilà. Parle-nous de celle de Romanvik, là, Stéphane, regarde là. Hop, dans le dos. Et Pedretti avait compris pour visser le puck entre les jambes du gardien. Ça, c'est très compliqué pour le gardien parce qu'il ne sait pas, il a l'impression que le joueur va sortir à sa gauche. Finalement, ça, c'est vraiment pour les gardiens. Regardez, focusé sur le gardien, il se dit hop. Et là, il l'avait quand même prévu. Il l'avait quand même anticipé, il n'était pas sur son poteau. Regardez, il ne s'est pas compromis. Donc, c'était bien joué, mais il l'a juste échappé après. Et le futur retraité, Romanvik, c'est encore bon quand même, hein? S'il donnait juste un petit peu plus, là, ça serait encore plus mieux. Il ne fait quand même pas grand-chose, Romanvik, cette saison. Il n'a pas beaucoup de points. Allez, pour la fin, le 4-2
va être marqué par Hollenstein, là, la défense davosienne, Robin. Oui, à ce moment-là du match, la défensive de Davos était complètement abonnée aux absents. Hein. Je veux dire, il y a 2 joueurs qui sont complètement isolés tout près du goal quand il y a 4 joueurs de Davos qui sont là. Mais c'est quand même des très belles pièces de jeu de Zurich. Et 5-2 même, hein, le rouleau compresseur que je vous parlais, hein, Zurich, c'est pas n'importe qui. Et le HC Davos l'a appris dans ces 10 dernières minutes, Marc Leuenberger. Oui, ben voilà, à nouveau une superbe passe, centre-tir pour Andrighetto qui vient devant le gardien. Il n'a pas du tout été gêné. Hein, donc tous les joueurs le laissent aller, on l'observe et il a ce bon petit coup de poignet pour passer au-delà du gardien. On appelle ça la scoop shot. Scoop, la cuillère, c'est comme quand pour battre un gardien qui vous poke check ou vous battre un joueur qui vient stick on puck, il faut vous détendre les mains et puis les plier après. C'est le scoop pass, la cuillère un peu. Et ça, c'est un geste technique qui s'entraîne de plus en plus. Hein? Ouais. Parce que les joueurs, il y a beaucoup stick on puck contre vous maintenant. C'est ce qu'on enseigne. Donc, tu dois trouver une façon de faire des passes ou contourner le gardien. Andrighetto est très bon techniquement, mais la passe de Marty, là... C'était une très belle passe. Hein? Il a eu l'air d'un champion là-dessus. Pourtant, offensivement, c'est pas le meilleur, mais là, il a fait une sacrée passe. Ouais. Stéphane, je reste vers toi. Parce que la fin de match va se terminer sur une charge sur Garetro, qui va mettre d'ailleurs hors de lui l'entraîneur des SST. On va d'abord voir la charge. Après, on verra l'attitude de Richard Grunborg. Hein, parce que là, ça se passe en haut de votre écran. C'est quoi, le genou peut-être du petit joueur numéro 9? Ça semble être le genou droit. Regardez, ça semble être le genou droit. Pour moi, il n'y a rien. On va voir là, le genou droit, il serait tordu. Oui, je pense que c'est le ligament collatéral interne, à mon avis. Là, ça, c'est mon œil de médecin. Mais le freinage, Andrighetto va au duel, il fait le jeu. Et puis Freiner le met en échec. C'est un bon jeu de hockey. Après ça, vous pouvez dire que c'est une charge à la bande. Donc là, lui, il pense que c'est une charge à la bande, probablement, ou quelque chose de... Parce qu'il sait qu'il vient peut-être perdre un de ses meilleurs joueurs. Regardez, le Viking, il s'est fâché plutôt 2 fois qu'une. Regardez, encore une fois, il va y aller de... Vous pouvez lire sur ses lèvres. Il a dit, on va aller souper ensemble demain, on va en parler. Et tout ça. Non, mais regardez, ça c'est sarcastique. Voilà, il a le droit d'être fâché, mais les arbitres l'ont mis dehors. Honnêtement... Les gars, il y a une pénalité. Vous êtes arbitre, là. Même avec la reprise, c'est super facile ici en studio. Il y a une punition pour vous? Bien, moi, les 2 joueurs, ils sont allés au contact. C'est un contact solide des 2 joueurs. Hein. C'était épaule à épaule. Garrett Rowe, qui est un peu plus petit, l'autre, il a été plus fort que lui, puis il a tombé vraiment durement dans la bande. Oh, oui. C'était vraiment dur. On pensait que c'était l'épaule, mais c'est le genou. Mais par contre, pour moi, malheureusement, il y a pas matière à punition. C'est un duel. Ouais, c'est un duel perdu. Duel classique où il y en a qui est un peu plus léger qui gicle, mais l'épaule, lorsqu'il glisse, ça n'a pas été une faute. Lui, il se fait mal parce qu'il a le genou gauche c'est le genou qui qui passe tourne dessous et qui se le tourne. Après ça, il y en a qui vont dire que c'est une charge à la bande. Le règlement dit que si vous projetez un adversaire contre la bande... Oui, mais les 2, ils sont... c'est le genou qui a tourné. C'est le genou qui a tourné. C'est le genou qui a tourné en tombant. C'est un peu la charge, elle est épaule contre épaule, on est d'accord. C'est un duel. Il est allé au... Rowe, il savait très bien. C'est lui qui est allé aussi au contact. Freiner, c'est assez physique aussi. Moi, je vois pas de faute. Il a appuyé aussi, lui. Donc, s'il appuie, il a bien meilleur temps d'appuyer parce que c'est épaule contre épaule. Quand on va appuyer, on prend moins de risques que si on essaye de fuir. C'est lorsqu'on essaye de fuir qu'on gicle. Mais bon, là, le coach est fâché, mais le coach est fâché contre le résultat parce que, honnêtement, quand vous êtes sur le banc, il y a le début du plexi puis ça se passe dans le coin. Impossible que le coach derrière le banc ait une vue parfaite sur la situation puis qu'il dise c'est clairement une pénalité. Oui, c'est parce que lui, il a vu que c'était Garrett Rowe par terre puis il a dit il faudrait pas que je le perde parce que Garrett Rowe, c'est quand même un gros morceau de Zurich, malgré que Zurich a une grande profondeur. On a déjà perdu Peterson. Oui, mais un joueur comme Garrett Rowe, il rend quand même ses coéquipiers bien meilleurs. Ouais. C'est une certitude. En tout cas, belle victoire sur le finish quand même de cette équipe de Zurich qui a fait la différence dans les 10 dernières minutes de cette rencontre et un nouveau succès qui va les conforter dans cette deuxième place et cette lutte avec Zug et Fribourg pour le podium. Eh bien, vu qu'on parle de Fribourg, je propose directement d'aller parler de cette rencontre qui a été celle de notre match studio aujourd'hui. Match entre l'équipe de Fribourg qui, certes, encaisse beaucoup de buts, mais restait sur de bonnes prestations. 2 victoires, 7-6 contre Davos et 6-5 à Berne. Et en face, il y avait une équipe de Lugano qui se déplaçait avec 4 succès consécutifs. Et dans ce tiers, même si Lugano l'a dominé, le premier, c'est Fribourg qui marque en premier, Marc Leuenberger, avec son powerplay, voilà.
Oui, un powerplay où ils l'ont très très bien exécuté avec des 3 passes, on peut dire d'abord 1-2, puis après ils vont chercher la profondeur, puis c'est des passes directes à la suite avec Aaron qui est libre devant le but. Il y a une occasion, hein, c'est une des nombreuses occasions de cette équipe justement de Lugano. Butker là qui termine pas le travail, Robin. Oui, en première période, Lugano a eu beaucoup de chance, dont celle-ci. Malheureusement, il n'a pas marqué. Berra, il avait très bien fait durant une grande partie du match. Il a fait des gros arrêts importants. Oh, le premier tiers, Berra était très bon. Schlegel a été très bon aussi, mais Berra a été dominant parce qu'en première période, à part le power play, puis quelques minutes après, Lugano était la meilleure équipe sur la glace. Il y a eu beaucoup de tirs à bout portant. Et Berra, il a cette faculté dans les bons soirs de faire paraître des tirs difficiles, faciles. Hein? Et puis, il y a eu vraiment des entrées de zone, on l'a montré dans les analyses, il y a eu des entrées de zone avec des délais où vraiment les joueurs rentraient avec de la vitesse. Et Berra a gardé son équipe dans le match. Tu fais bien de dire que Schlegel l'a été aussi de l'autre côté. Et quand un gardien performe bien, il est aussi aidé par ses poteaux, Marc Leuenberger. Ça se joue à 3 fois rien là, que Jörg puisse donner un fort joli but à Walser. Oui, à 3 fois rien. Puis là, on voit un très très beau jeu de Fribourg avec la prolongation sur le poteau, malheureusement. Mais on voit, donc... s'il était un peu plus à l'intérieur, je pense que le Schlegel l'avait sur le bout du patin. Ouais, il couvre l'intérieur du goal. Lui, il a dit, moi, je couvre l'intérieur du goal. Coach, les poteaux, c'est pas mon problème. Mais je rigole, évidemment. Mais là, il y a peut-être un petit hors-jeu là-dessus. Il y aurait eu un coach challenge, probablement. Mais moi, je vais revenir. Moi, je trouve que Walser, messieurs, cette année, fait une très bonne saison. Ouais. Autant il faut être fantomatique les 2 premières années à Fribourg, puis très effacé. Je trouve que cette année, il est plus en verve, plus confiant, transporte plus la rondelle. À 4 contre 5, il a été quelques fois... On le voit régulièrement être menaçant. Jörg a son utilité à 4 contre 5 aussi. Mais Walser, je pense que c'est une carte cachée de Fribourg cette année au centre. D'accord avec ça, Robin? Oui, Fribourg, écoute, on peut dire bien des choses sur la défensive de Fribourg, mais il faut quand même leur donner crédit que sur le power play, ils ont 2 excellents power play. Ils ont beaucoup de joueurs qui peuvent faire la différence, puis ils ont quand même cette profondeur de banc qui leur amène aussi de l'offensive. Donc, jusqu'à présent, ils réussissent, excepté ce soir, à toujours s'en sortir à cause de ces forces-là, justement. Bon, ça a quand même été une de nos thématiques de la soirée, cette défensive de Fribourg-Gotteron qui encaissait beaucoup de buts. Et la défense un peu passive, Marc Leuenberger, va se revoir sur le 1-1 parce que Tim Heed a tout le temps d'avancer pour ajuster le puck au bon endroit et battre Berra une première fois. Voilà. On se retrouve dans la situation classique où on laisse à distance le défenseur direct, sous terre. Il se laisse tirer, mais il garde les 2 mètres, 3 mètres, ce qui donne l'opportunité à Timid de prendre un shoot, superbe shoot, rapide. Voilà. Berra devrait, à mon avis, aussi l'avoir. Mais c'est le défenseur. Il se laisse pas, il perd pas le gap, c'est-à-dire il laisse toujours cette distance de 3 mètres. Stéphane, Fribourg a le match quand même bien en main. C'est vrai que les chances étaient aussi pour Lugano, mais on perd tout finalement sur ce but où Berra figure pas très bien finalement. Son déplacement n'est pas top. Regardez, il est quand même bien en place. J'ai l'impression que Burgler rate un peu son tir, honnêtement. C'est souvent les meilleurs tirs parce qu'il rate un petit peu son tir. Mais là, honnêtement, à l'origine, il y a une mauvaise relance de Berra. Il a fait un bon match jusque-là. Il a donné un puck à un défenseur qui venait contre lui. Le défenseur t'a bien emprunté, a essayé de dumper le puck au milieu. Il a été rabattu par Wellinger avec la main, 2 contre 1 devant la cage. Moi, honnêtement, le résultat final, je pense que Lugano méritait son match, même si Fribourg n'a pas été mauvais, mais Lugano a eu des meilleures chances de marquer, à mon avis, a été l'équipe qui a menacé le plus durant la soirée. Pas grand-chose, mais le but, tu le disais, le gap, on l'a analysé ici après le 2e tiers. On en parle souvent, les défenseurs de Fribourg manquent cruellement de mobilité. Comme ils n'ont pas confiance en leurs pieds, on recule un peu plus pour être sûr de ne pas être pris et se faire contourner. Et comme on recule... Plusieurs fois ce soir, 7, 8, 9, 10 fois, il n'y a pas de surnombre. On a beaucoup reculé. On a donné l'entrée de territoire à Lugano. On a fait des délais. On est rentré en 2e vague. Et ça met Berra sous pression constamment. Il a dû se signaler à plusieurs reprises sur des entrées de zone qui n'étaient
pourtant pas menaçantes, et ça donne des attaques dangereuses. Et n'eût été d'un grand Bérard, Lugano peut sortir le premier tiers à 3-0. Ouais, 3-1 parce qu'il y a le but en 3-1, ils avaient marqué, mais ça finit par plier et en faveur de l'adversaire finalement. Oui, ce soir, malheureusement, ils ont donné beaucoup d'espace, j'ai trouvé aussi, comme Stéphane. Ils ont eu des grosses chances de marquer. Première période, ça aurait pu être pire que ça. Donc, pour moi aussi, Lugano, ce soir, mérite entièrement leur match. On méritait, Lugano, ça fait 5 victoires de rang. Maintenant, pour la formation de Serge Pelletier, on reprend des couleurs avec, on va dire, aussi des retours en défense qui ont été. Il y a ce Ide qui est omniprésent, Marc Leuenberger, et Bernd Wolf qui est revenu aussi. On retrouve une équipe normale et ça joue mieux. Oui, je pense que ces deux équipes quand même assez proches l'une de l'autre. Hein, dans leur consistance, dans la profondeur du banc, leur jeu. Dès qu'un ou deux joueurs clés manquent, ça vient très vite compliqué, que ce soit pour Fribourg ou pour Lugano. Lugano, Tim Heed, on n'entend pas beaucoup, mais qu'est-ce qu'il est bon. 5,5 matchs, 5 victoires. Il met des points décisifs, il marque dans prolongation et tout. Et c'est un défenseur, mais super intéressant. Et aujourd'hui, Lugano méritait. Je n'ai pas envie de dire que c'est la thématique de la soirée de terminer toujours par la mauvaise image. On a eu la blessure de Garetro avant. Là, c'est Lajunen qui va payer de sa personne sur un slap shot de Gunderson. Stéphane, là, c'est pas joli. En plein visage direct, il s'écroule, le sang qui arrive. Et... Alors ça fait toujours pas. C'est dangereux. Bon, tu peux faire même une commotion là-dessus. Regardez, le poc au visage. On en parle souvent de ces tirs bloqués. On met ça en avant. Les gars sont courageux, sont valeureux. Mais regardez, il descend sur la glace un genou. Dès que vous descendez, regardez... Vous vous exposez forcément à ce que si le puck part en hauteur, de l'avoir au visage. À l'époque, les joueurs se couchaient de tout leur long sur la glace, mais aujourd'hui, on leur dit ne vous couchez pas sur la glace parce que si le défenseur fait un fake shot, feinte et passe, vous êtes battu. Là, on dit descendez un genou sur la glace. Si le défenseur fait une feinte, vous êtes encore sur vos patins pour récupérer. Mais en descendant, vous vous mettez à mi-hauteur. Et puis, plus vous êtes loin, là, il était relativement loin, je vois, plus vous êtes loin, plus il y a de risque que le puck monte au visage. Moi, je dis que soit c'est du courage, soit c'est de la folie, quoi. Quelque part. Non, mais sérieux. Marc, on paye de sa personne. Pour entendre les anciens joueurs que vous avez été, là, on est quand même courageux. Ouais, c'est Gunderson en face. C'est Gunderson. Ouais, c'est Gunderson. Moi, j'ai aussi reçu la même chose. Hein, donc, ça nous arrive tous. Ça nous arrive. Après, ça fait partie des risques du métier. Oui, si on fait du hockey, on sait que c'est un des risques. Puis si on a peur de ce risque, on met une grille comme Berger à Langnau, ou sinon on n'a que le plexi, ma foi. Voilà. Mais j'espère qu'il ait au moins eu un protège-dents pour un peu. Ouais. Peut-être que ça n'avait pas tout arraché. Si c'est que les dents, ça va. Si c'est la mâchoire cassée. Si c'est la mâchoire après. On voit, il n'a pas trop le temps de prendre l'information et de tourner la tête, Robin, non plus. Non, malheureusement, non. Il n'y a rien qu'il pouvait faire. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est pas bloquer le lancer, comme moi je faisais. Non, c'est pas vrai. Tu fais le flamingo, la petite patte en l'air, le flamant rose. C'est plus facile de le dire aujourd'hui. On est d'accord. Allez, on a une réaction à l'issue de cette rencontre. C'est un des joueurs étrangers qui est souvent en tribune, vous l'avez compris. On va s'entretenir avec Daniel Brodin. Daniel Brodin, you were up 1 goal for quite a long time, and finally you lose that game. So how do you analyze that? I think we do a good game. As you said, we had 1-0 for a long time, and I think we had chances to score number 2 also. We didn't, and they scored 2 quick goals, and they won the game. But still think we make a good game, and we take that with us to the next game. You used to concede quite a lot of goals tonight. This part is maybe the positive part you take with you for the next game in Lausanne. You didn't concede that much, just 2 goals instead of the 6 against Davos. Yeah, of course, yeah, that was good. We were more aggressive in the neutral zone, like tried to slow down their speed, and in the D zone we tried to be aggressive, and then of course Reto played a good game also. Next game in Lausanne, good memories for you? Yeah, it was good memories from there. I think you mean the 4-goal game, of course. Good memories. Good. Thank you, Daniel. Thanks. On arrive à le faire sourire, Daniel Brodin, même s'il joue pas beaucoup, Stéphane. Et il dit que même s'il est perdant ce soir,
il est quand même satisfait du match, non? Oui, il est satisfait. Il dit qu'il a l'impression que le sentiment que l'équipe a quand même disputé un bon match. Bon, ils n'ont pas été mauvais non plus. Ils ont eu leur chance, simplement, ils ne l'ont pas mis au fond, un peu moins opportuniste. Eux, ils ont mis 2 buts rapides et puis ils filent avec les 3 points. Et puis, mais il dit on va s'ajuster, on va revenir plus fort le prochain match. Et puis, il a parlé aussi de comment qu'est-ce qu'ils ont utilisé un peu comme tactique ce soir. Il dit on a été plus agressif en zone neutre pour les ralentir la vitesse. On sait que Lugano, Rosan nous le disait en début de reportage, il disait ils trichent un peu, ils partent vite, on va essayer de les ralentir. Puis il a dit que Reto Berra avait fait un grand match ce soir, encore une fois, comme nous on a dit. Et puis il a parlé du prochain match contre Lausanne. Il a dit écoute, ouais, j'ai des bons souvenirs, j'ai fait toujours des bons chiffres contre eux, et puis on verra ce qui va arriver. Messieurs, on a un petit peu moins parlé du match pendant la fin de la première période. Il y a un article qui est paru, pour ne pas citer sur le Blick, qui a peut-être fait quand même un peu grosse impression. C'est peut-être encore une rumeur, rien de confirmé, c'est Dino Kessler qui le dit pour l'instant. On pourrait annoncer Chris McSorley sur le banc de Lugano la saison prochaine. Alors, messieurs, vos avis sur... Mon avis, c'est que c'est un drôle de timing. C'est un timing pour créer la polémique, parce que quand tu regardes Lugano, qui sont actuellement avec 5 victoires consécutives, d'aller annoncer ça comme ça, même si c'est vrai, pas vrai, on aurait peut-être pu attendre un moment qui est plus opportun, parce que je suis pas sûr que pour Serge Pelletier, actuellement, ça soit vraiment la fête d'entendre une nouvelle pareille quand tu viens de réussir à gagner 5 matchs consécutifs. Déjà, quand il restait sur la série de défaites, Pelletier, ça s'enflamme vite, on va dire, dans le sud du Tessin, Marc Leuenberger. On avait peut-être des envies de changement. Maintenant, il y a cette série de 5 victoires. Et là, on l'annonce en cours de match. C'est pas top non plus. Non, c'est pas top, mais bon, est-ce que c'est pour être entraîneur ou responsable technique? Vous savez, donc Mantegazza, l'équipe Mantegazza veut changer de philosophie, mettre plus de jeunes. C'est une équipe qui vieillit, hein, donc Lugano. Faire une équipe jeune, remonter, puis retravailler. Et Chris McSorley a travaillé comme ça depuis le début à Genève et il est revenu avec des joueurs, des jeunes, pas forcément des grandes stars avec des gros salaires et des noms. Il a formé une équipe avec des jeunes pour monter comme ça. Peut-être qu'ils veulent comme chef technique qui va chercher ce genre de candidats pour construire une équipe pour le futur. Alors, l'article laisse d'ailleurs la porte assez ouverte. Hein. Peut-être comme entraîneur, c'est peut-être la piste la plus élaborée comme directeur sportif ou comme tout, finalement. Mais pour Serge Pelletier, je suis désolé, Stéphane, ça sent pas bon. Contre les discussions, quand même. Bon, Serge, il a déjà qu'il ne soit pas renouvelé à cette période-ci pour l'année prochaine. On peut avoir des doutes sur les intentions de Dominique Kelly de renouveler Serge Pelletier. Je trouverais un petit peu dommage parce que je pense que c'est quand même un bon entraîneur. Maintenant, après ça, bon, c'est des choix de club, évidemment. Moi, c'est drôle, on annonce Chris McSorley partout pour finir. Il était détesté dans toute la Suisse, puis tout le monde le veut. Et puis ça reste un gros nom. Est-ce qu'on va se débarrasser de Nat Dominichelli qui vient de débuter comme directeur sportif? Ça fait quoi, 2 ans qu'il est là, Nat? Écoutez, moi, je ne peux pas croire qu'on va licencier Nat Dominichelli après 2 ans pour aller chercher Chris McSorley, peut-être comme entraîneur. Oui, ça, je peux y croire. Peut-être, c'est possible, comme Serge n'a pas été renouvelé. Mais du côté de Lugano, on peine maintenant. On sait que M. Mantegazza mettait nos limites avant, puis on allongeait. Mais maintenant, il donne un montant fixe au club, puis il dit voilà votre budget. Et là, Lugano a des petits problèmes à signer des joueurs. Fuchs, on voulait Fuchs. On s'est fait, au dernier moment, Lausanne a mis un petit peu plus. Il a signé à Lausanne, visiblement. Baumgartner était sur le point de signer à Lugano. C'était presque fait. Hop, il s'en va à Lausanne. Et puis Herzog, on voulait l'avoir. Zug a mis un petit peu plus. Donc là, du côté du Tessin, on doit faire avec un budget un petit peu plus limité. Et là, on devra aller vers des jeunes, reconstruire un petit peu. Burgler va partir. Alatalo devrait arriver. Sous peu, ça devrait être annoncé. Et moi, je ne peux pas croire qu'on va licencier Dominique Kelly. Je pense que s'il est là, c'est comme entraîneur. Et je me dis, tant qu'à pas renouveler Serge, pourquoi pas Chris McSorley? Ouais. C'est pas forcément une mauvaise idée. Alors voilà, lui ou un autre, il a quand même d'expérience, connaît la Ligue. Moi, je suis assez d'accord que s'ils le mettent, pour moi aussi, il va être coach, parce que je ne verrais pas la raison pour laquelle il mettrait dehors Dominique Kelly tout de suite. Ça ferait pas une logique pour moi. Mais honnêtement, d'annoncer ça... Je veux bien croire que chacun son business, là, mais d'annoncer ça durant un match, là, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a envoyé un message à Serge. Je trouve ça
Ouais, c'est ce que je disais aussi. T'attends demain, là. T'attends... Non, mais le gars est en plein match et tout. Je me sens mal pour lui. Honnêtement, je sais qu'il va dormir dans la région de Fribourg ce soir chez lui avant de rentrer au Tessin demain, là, mais je trouve ça cheap. Ça m'énerve. C'est ça. Ce que je disais, c'est que finalement, on a presque plus parlé de ça à un moment donné dans la soirée que du match. Alors que c'est de loin pas confirmé. On annonçait gros Max Orley à Berne, ça s'est pas fait. Donc là, ça peut encore avoir des rebondissements. C'est pas très fair-play, finalement. Oui, c'est comme Stéphane il disait, on met Max Orley partout maintenant. Puis c'est un gros nom en Suisse. Les gens aimeraient le revoir, mais je pense qu'aussi c'est la question du timing de l'annonce qui a été très mauvais. Oui, on va parler d'une autre rencontre et clore cette discussion qui est encore toujours sur le statut de rumeur. Allez, Lausanne-Zug, je pense que ça va vous remettre d'aplomb. Très, très bonne rencontre à la Vaudoise Arena entre deux équipes qui produisent un très bon hockey sur glace depuis le début. Stéphane, c'est à toi la parole parce que ça commence par une mise en échec sur Josh Joris dans les premières minutes de jeu qui a sonné le joueur numéro 19 du LHC. Ouais, moi, je pense que c'est un bon jeu de hockey, honnêtement. Je vois pas de charge contre la tête. Il a été secoué visiblement, mais des fois, c'est le choc aussi, le brassement de la tête ou le choc. Mais regardez. Voilà, c'est un bon shoulder to shoulder, épaule à épaule. Joris l'a vu venir, il savait que le joueur arrivait sur lui, il a mis le puck au fond, il a fait le bon jeu, il s'attendait au check. C'est pas par derrière, c'est pas avec élan, c'est pas late. Moi, je vois pas, sur les images, je vois pas de contact contre la tête. Marc? Moi, je vois pas de connexion. Non, mais il y a des moments, parce que comme l'a dit Stéphane, il a d'abord un peu la tête tournée, il prend le puck, il voit le joueur arriver, il le met. Mais au moment où il arrive pour se contracter, pour contracter son corps, pour qu'on soit prêt, il a peut-être juste une demi-seconde de retard et il frappe un mur. C'est clair que ce mur-là, ça se coud bien. Ouais. Les os sont là et la musculature pour amortir, mais le cerveau, là, parce qu'on voit, il est secoué, il n'est pas blessé, il est secoué. Ouais. Il a rejoué rapidement derrière et tant mieux au final. Et encore une scène litigieuse, on va vous parler du match après. C'est un match qui a été quand même musclé, avec pas mal de contacts. Et là, on parle d'un contact avec un arbitre. C'est toujours le même. C'est toujours le même, c'est Salonen. Monsieur Salonen qui passe Malguin, là, qui se retrouve avec un arbitre qui passe, on va dire, au milieu, là, qui fait quoi le jambon au milieu du sandwich, là. Oui, c'est ça. Mais des fois, honnêtement, comme arbitre, c'est que tu vois les joueurs venir, puis tu dis, il y a un moment où tu peux aller te coller contre la bande, aller en contresens, puis si tu le fais pas, là, t'es coincé, puis t'espères peut-être qu'il y en a un qui passe d'un côté, un qui passe de l'autre. Et là, Malguin veut protéger son pas. Moi, je pense que c'est totalement accidentel. Là. Je ne peux pas imaginer qu'on... Regardez, il est poursuivi. Et puis là, il y a le joueur de Zug qui veut passer. Le joueur de Zug touche aussi l'arbitre par ailleurs. Là. Il est pris en sandwich, quoi. Ça arrive. Après ça, l'arbitre doit se poser la question sur son positionnement éventuellement. C'est lui aussi qui avait été frappé par Mercier. Justement, sur le baromètre Jonathan Mercier, Robin Leblanc, ça vaut 3 matchs maintenant, ça. Non, mais sérieusement, c'est un peu de la faute à l'arbitre. C'est de la faute à l'arbitre sur cette séquence-là. Il n'y avait pas d'affaire là. Je veux dire, Malguin, il est en pleine vitesse. Il veut passer derrière le but, il se lève la tête et puis l'arbitre est directement là. C'est 2 minutes à l'arbitre, Marc, alors? 2 minutes à l'arbitre. Presque. Non, il a le poids. Ça peut pas être une obstruction, il a le poids. C'est le genre de situation où l'arbitre voit arriver. C'est comme quand tu vois des gens qui courent contre toi ou comme ça, tu dis je pars à gauche ou à droite. C'est ça. Il reste là. Et les deux joueurs, heureusement qu'ils ne sont pas partis tous du même côté, parce que ça aurait fait une grosse collision. Mais là, c'est un accident de parcours. C'est ça. Ça fait partie. Ça prendrait des drones pour arbitrer, moi, je dis. Ouais, tu y reviens à tes drones. Ah, ben c'est vrai. En plus, depuis le haut, on voit nettement mieux. Hein. En suspension? On va te placer là. On va te placer en haut de la patinoire là, pour les prochains matchs. Tu iras commenter. Puis tu nous diras si c'est vraiment plus facile on va te faire de commenter aussi. Hein. Allez, messieurs, il y a eu un but dans ce premier tiers entre Lausanne et Zug. C'est le leader de ce championnat avec Karl Klimberg qui va débloquer la situation. 18e minute de jeu. Bon jeu d'Albrecht et bon jeu aussi de la part du Suédois là, qui lève déjà la canne, Marc Leuenberger, qui est prêt à tirer. Et le tir est d'une très belle précision. Oui, d'abord, il faut aussi voir qu'ils ont très bien joué. Ils ont fait des blocs, des retournements. Ils ont pu libérer ainsi Klimberg. Puis là, il arrive, il met un puck super dosé. Et voilà, depuis le haut slot, belle patate en l'air.
Le tir est magnifique, mais quand il y a un joueur qui est dans le haut du slot, on en parlait quand on l'a vu durant la soirée, quand vous êtes dans le haut du slot puis vous vous retirez vers le haut, vous êtes tellement dur à couvrir parce qu'il y a un joueur qui doit vous suivre, puis là, tu as l'impression, les joueurs en défensive ont l'impression, attends, je suis rendu trop haut parce que si mon joueur se fait battre à un contre un, dans le fond, on va se rebattre au but. Donc là, Douai, c'est Douai qui était F1, qui était l'attaquant en fond de zone sur cette séquence-là, qui aurait dû être en haut probablement, il faudrait la revoir, mais on avait 2 défenseurs et un joueur de Lausanne au fond contre 2 Zougois, puis il y a un gars qui est absolument seul. Mais le tir est bijou. Ouais. Alors ça, c'est la fin de la première période. Lausanne va très bien recommencer le début de la deuxième en allant égaliser avec Boson sur un bon travail de Emerton. Vous allez pouvoir voir. Suivez le numéro 25 qui va mettre ce puck sur Giannoni qui est vraiment emporté. Oui, on fait un beau jeu. C'est un super belle passe à l'entrée de zone. Il a bien rentré au but. Puis le joueur qui avait fait la passe à l'entrée de zone, il a bien suivi le jeu pour prendre le rebond. C'est exactement ça. Ça, les jeunes qui nous regardent, je sais qu'il est un peu tard pour les jeunes, mais ceux qui le regardent en replay, ce que Boson a fait, là, suivre sa passe. Il a donné la passe, puis il n'a pas juste regardé Emerton. Tu peux marquer, je vais avoir un assist. Il s'est donné la peine de suivre au rebond. Suivez votre passe au rebond. Le gardien fait le premier arrêt, vous êtes là. Sinon, il n'aurait jamais marqué. Il n'aurait jamais marqué. S'il ne suit pas le jeu, c'est un but facile en plus. Ouais. Hein? Juste parce qu'il a suivi. Arbitre Rochette, vous êtes demandé une nouvelle fois à l'appel. 5 plus 20 minutes de pénalité contre Marc Barberio. Sa deuxième en 3 matchs pour cette faute sur Bachofler. Écoutez, il y a une pénalité parce qu'il le pousse. Il le pousse contre la bande, mais c'est pas une grosse poussette. Regardez, là. Moi, je suis pas d'accord avec la décision. Parce que franchement, c'est le joueur qui se rend vulnérable. Et puis, on voit clairement que l'intention de Barberio, c'est pas de le mettre en contact. Il a donné une poussette. Moi, je pense qu'il n'y avait pas matière à 5 minutes plus expulsion. Bon, je comprends son incompréhension à Barberio parce qu'il se dit, le gars, il rentre à l'entrée, il est entré de zone, il fait un délai, il freine. Il va contre la bande, puis il se retourne pour la remettre au fond. Donc, il se met en déséquilibre, puis lui, à ce moment-là, il le pousse. Alors, Barberio va dire, je peux faire quoi? Moi, je ne dois pas y toucher. Moi, je comprends l'arbitre. L'arbitre, il dit, moi, c'est une charge à la bande. Il pousse contre la bande. Il projette contre la bande face à la bande. Le bras, il lève automatiquement sur un truc comme ça. Le gars est en train de première. Mais 5 plus make-match... Quelle est la limite entre le 2 plus 10 et le 5 plus make-match? Je sais pas. Ben, moi, j'aurais été d'accord si Barberio il était allé, puis... pour le frapper avec l'épaule. Là, j'aurais été d'accord avec la décision, mais oui, il tombe mal dans la bande, mais je pense pas que c'est tranché. Alors, moi, je comprends l'arbitre. Parce qu'il est à une mauvaise distance, puis comme il part en avant, ça peut être très, très dangereux, parce que là, c'est juste pour être paralysé. Hein. Donc, comme il part en avant, mais de l'autre côté, c'est les joueurs qui ont aussi une responsabilité. Moi, si je joue comme ça, comme attaquant, puis voilà. Toi, quand tu étais petit, ton père, il t'aurait dit quoi? T'aurais dit, t'avais qu'à te protéger, c'est de ta faute. Exactement. Bon. Mais contre la bande, non, c'est ça à l'époque. Aujourd'hui, ils font des trucs. Puis pourquoi la tête contre la bande? Il y a 5-6 ans en arrière, il y en avait, c'était l'habitude. Ils allaient dans l'angle, ils tournaient le cul, ils protégeaient comme ça, puis ils n'osaient rien faire. Parce qu'ils disaient, le règlement me protège. Le règlement me protège. C'est comme quand tu t'engages sur un passage pour piéton, puis tu dis, t'as la priorité. Puis s'il n'arrête pas, ben c'est toi qui as mal. Hein? Voilà. Et là, je trouve vraiment la poisse pour Barberio, parce qu'il ne pousse pas fort. Non, c'est vraiment. Je le comprends. Mais l'arbitre, il doit donner 5 plus 1 parce que c'est dangereux. La distance est mauvaise. Il va être suspendu, Stéphane, c'est sa deuxième. Non. Ben, il va être slashing sur Novotny. Oui, automatiquement. Le slash sur Novotny, moi, je trouve que c'est 5 match. C'était vraiment... on ne veut pas voir ça. Là, c'est sévère un peu. Puis là, il va être suspendu automatiquement un match. Ouais. Bon, c'est pas grave. À Lausanne, on a un 6e étranger qui joue en défense. Mais là, on est... Moi, je ne peux pas avoir une suspension là-dessus. Là. 5 match, je trouve que c'est cher payé. J'aurais pu vivre avec un 2 plus 10, mais je me mets à la place de l'arbitre. Le bras lève automatiquement. Le gars est sur la glace, blessé. Ben, il reste obligé de donner 5. Moralement, c'était un peu coincé. Donc, mais aller plus loin que 5 match, je ne crois pas. Qu'il y ait enquête, etc., ça va être une suspension automatique, selon moi, mais on n'est pas à l'abri de nos surprises. Mais souvenez-vous, messieurs, Bienne, tu suis bien Bienne. Schmutz, quand il jouait à Bienne, le petit croche-check qu'il a donné sur Riva. Riva, oui. Tu te souviens de ça? Oui. Riva allait gentiment. Schmutz, il a donné une poussette dans le dos. Riva, il a titubé. Il est arrivé tête contre la bande. 2 matchs de suspension. Oui. On l'avait dit que c'était pas justifié.
Oui, mais là, ce qu'il faut voir, c'est que ça fait froid au dos quand tu le vois. Et l'arbitre, il n'a pas... L'arbitre, il doit le voir. L'arbitre, il doit le donner. Ouais. Après, maintenant, 2, c'est voilà, les juges, le juge unique ou bien... C'est toujours ça. Il y a le règlement, puis il y a l'application de la règle. Puis nous, on le voit comme ça en replay, mais l'arbitre, il l'a vu une fois en temps réel. Puis il doit se dire, puis là, il voit le gars sur la glace. Mettez-vous, des fois, je dis aux gens, oui, vous êtes des fans de Lausanne, mettez-vous à la place de l'arbitre, vous faites quoi? C'est pas facile. On est pas là. facile. Et on retiendra qu'en ce 2 février, Stéphane a dit la différence entre le 2+10 et le 5+ match, je ne sais pas. Mais ça, je vous dirais que c'est 3 minutes. En tout cas, Lausanne n'a pas encaissé sur les 5 minutes en désavantage numérique et va même marquer en fin de deuxième période le 2-1 pour s'installer aux commandes de cette rencontre et ensuite ne plus lâcher le score. C'est un bon écran et un bon lancer de Gibbons sur cette action de la 37e, Robert Leblanc. Oui, quel lancer. Moi, j'aime bien ce joueur. Gibbons, il fait un bon travail pour Lausanne. C'est un joueur qui travaille des deux côtés de la patinoire. Puis là, sur ce but-là, le gardien Giannoni, malheureusement, il ne pouvait pas faire grand-chose. Séance vidéo, on n'avait pas eu ce soir, mais la passe de Malguin, les garçons. Ouais, backhand, aussi, flip pass, backhand, saucer. Ouais. Là, évidemment, on est allé voir cette situation-là, mais vous le voyez, le contact est provoqué par le gardien en dehors du demi-cercle. Donc, décision facile pour les officiels. Mais la passe de Malguin, magnifique. On apprécie. Vous avez peut-être moins aimé le loupé de Christophe Berchi, juste derrière, qui aurait pu permettre au LHC de prendre vraiment ses aises. Là, superbe action. Il termine pas le travail. La passe peut-être un petit peu trop dans les patins, Marc Leuenberger, si on doit trouver quelque chose à dire. Non. Non, elle n'est pas trop dans les patins. Il sait qu'elle va arriver là, il est déjà prêt. Simplement, je pense que sa canne n'était pas assez tendue ou bien il avait trop molle. Oui, trop molle. trop de flex. Quand il a voulu faire, il a trop de flex. C'est bonne vieille Mais j'aimerais quand même dire que sur cette action-là, comme sur le but de Lausanne, les défenseurs zougois jouent très mal. Ils sont à plat, ils sont en ligne et sur une passe, sur un coup de rein, ils se font battre et ils arrivent en surnombre. Si Zug a une faiblesse cette année, à mon avis, c'est en défense. Ouais. On est d'accord avec ça. Mais sur cette séquence-là, Berchi a raté son affaire, mais Giannoni était là. Hein. Vous avez vu le déplacement de Giannoni? Voilà, Giannoni était là. Puis comme on disait tantôt, Zug, c'est cette année, parce que l'année prochaine, en perdant Diaz, Alatalo, it's now or never, qu'on dit en anglais. Hein? C'est comme, peut-être pas never, mais... en tout cas, it's now, mais ce ne sera pas tout de suite ça après. Parce que si c'est pas now, ce ne sera pas l'année prochaine. Bien sûr, on parle de défensive zougoise, peut-être pas à son affaire totalement. Ça ne va pas s'améliorer dans les dernières minutes, puisque Lausanne va enfoncer le clou et s'imposer, on va dire, facilement dans ces dernières minutes. Là, c'est la ligne Krakowskas, Froidevaux et Douai qui inscrit le but du confort, Marc. Quatrième ligne. Oui, on revoit, hein, ils sont statiques. Il y en a un qui est devant le poteau, il se laisse glisser, c'est Schlum, je crois. Il recule, et voilà. Mais il ne regarde pas son homme, il ne coupe pas la ligne de passe. C'est un quatrième bloc. Tu as Boson qui te marque un but tout à l'heure. Il jouait avec Emerton quand même. C'est ton quatrième bloc qui te marque un but. Boson te remarque un autre but derrière dans la cage vide, vous allez voir ici. Et là, ça, c'est tes employés de soutien qui t'amènent du bonus ce soir. Et ça, c'est très important. Ça signe d'une équipe qui a de la profondeur, honnêtement. Et puis, voilà. Puis Krakowskas, j'aimerais revenir sur Krakowskas. En début d'année, quand on est allé chercher ces 5-6 joueurs-là pour soi-disant faire de la concurrence, moi, je le connais, ce jeune-là. J'ai coaché contre lui en junior élite. Je l'ai vu jouer en Swiss League. Il peut jouer dans cette ligue. Et là, tout à coup, ils l'ont rappelé. Il fait le job. On a eu besoin de lui. Je vous dis, il est gros, il est grand, il a un bon shoot. Il peut jouer au hockey, le garçon. Regardez, Berchi, il a changé de canne entre-temps. Il le met, son but. Il le met. Ouais, mais ce n'était pas une prise directe. Donc, il y a moins de pression. Il l'accompagne quand même un peu. Là, on le voit et il fait semblant et il le pousse seulement. Il n'y a pas qu'à délier sur la canne du défenseur, je pense. Non, mais c'est vrai, la force de Lausanne, quand même, cette année, c'est vraiment leur profondeur. Hein? Puis ils ont tous les types de joueurs. Ils ont des joueurs plus physiques, ils ont des joueurs qui sont passeurs, ils ont des marqueurs. Donc, j'aime bien leur chance cette année. Ouais. Je mettrais un petit 5 francs sur eux cette année. Pour gagner champion suisse. Le champion suisse. On a enregistré ça ce soir. On est quelle date aujourd'hui? Merci, mesdames et messieurs. Le 2 février? 5 francs, c'est pas... 5 francs, tu mets? Non, je vais mettre 50 francs. 50 francs. 50 francs. Il a dit, Robert Legault a dit 50 francs. Il a mis 50 francs sur Lausanne pour être champion suisse. Moi, j'attends.
Mais c'est quand même un très bon match pour le Lausanne Hockey Club face à cette équipe de Zug. Stéphane, cette équipe de Zug qui avait fait 21 matchs consécutifs en récoltant au moins un point. Ouais. La série s'arrête ce soir. Oui, le record, c'était 23 à Lugano. 23 pour Lugano en 1988. Dans les grandes années de Lugano. C'est quand même une 21 là, dans le hockey moderne, là, c'est quelque chose. Là. Honnêtement, 21 matchs de suite avec au moins un point. Chapeau, Zug, une grande équipe. Il était dû pour en perdre une, c'est le cas de le dire. Mais on a affronté aussi une bonne équipe, Lausanne, là, qui avait... Avec la pause de COVID, là, depuis le retour, ça allait, mais c'était pas top. Et là, ce soir, ils ont fait un excellent match. On a eu un bon Boltzhauser aussi. Réaction après ce match, il a été l'auteur d'un doublé et il est venu donc facilement à notre micro. Team, ce soir, on peut parler d'une victoire référence? Ouais, je pense que c'était un gros match, deux grosses équipes et on est content du résultat, de la façon dont on a joué. On s'est parlé beaucoup hier et avant-hier pour corriger des petites lacunes et des choses qu'on faisait moins bien récemment et on a vu que tout le monde a payé le prix ce soir. On a corrigé ce qu'on devait corriger et ça a marché. Et puis on bat le premier du classement sur un gros match, donc c'est positif. Si on regarde ces 60 minutes, premier tiers-temps, on vous a senti un peu prudent, je me trompe, c'est quand même un peu ce qui s'est passé? Ouais, on a eu quand même des bonnes chances et on a quand même eu du temps dans leur zone. Mais c'est sûr qu'après, on a réussi au deuxième tiers à mettre un but très tôt. Il y a eu la pénalité de notre capitaine aussi, qu'on a fait un gros kill sur le piqué qui nous a peut-être aussi donné beaucoup d'énergie. Puis après, voilà, on a continué, on les a pressés. Et puis, je pense que c'est la façon dont on doit jouer, surtout contre les grosses équipes. Ouais, il y avait une grosse intensité sur les 40 dernières minutes, ça c'est sûr. Ouais, il manquait plus que les supporters pour voir ce spectacle. C'est deux grosses équipes du championnat, c'est des matchs comme ça qu'on veut jouer. Voilà, quand il n'y a pas de quarantaine, que ça va bien, on a du plaisir à jouer ces matchs. Et maintenant, on a encore deux gros matchs en fin de semaine. Et on veut aller de l'avant, on veut continuer à jouer le même jeu que ce soir. Merci, encore bravo. Merci. C'est vrai qu'après cette quarantaine, Lausanne avait une semaine de vérité. Il a très bien commencé avec ce succès référence contre Zug. Il y a encore Fribourg et Zurich derrière cette semaine. Ça peut situer un petit peu où Lausanne peut aller prétendre à figurer en fin de saison? Ben oui, c'est sûr. Hein? Eux, ils veulent terminer la saison le mieux possible. Puis d'ailleurs, Lausanne, c'est la seule équipe qui a un bilan positif contre Zug, je crois. Hein? Oui. 3 victoires, 1 défaite cette saison. 3 victoires, 1 défaite. Donc, s'ils les jouent en play-off, ça va aussi remonter leur confiance. Boltzhauser, moi, je peux dire aussi que Boltzhauser fait une super saison, les gars. Ce soir, Tobias Stéphane est malade. Par précaution, on l'a laissé à la maison. Et Boltzhauser, il fait le job. Ça, c'est de la profondeur que peu d'équipes ont dans cette ligue, d'avoir deux gardiens qui peuvent... Il va quand même Zug ce soir. Là. Il n'a pas perdu souvent, Boltzhauser. Non, il a perdu. Je pense qu'il a perdu un match cette année. Il doit être 7-8-1. Il était 6-0 un temps, il en a perdu un, peut-être 7-1, 8-1. Et puis le petit remplaçant ce soir, c'était Kevin Pache. Puis garçon de 17 ans, gardien patte gauche, que je connais très bien d'ailleurs. Je l'ai coaché quand j'étais dans le mouvement junior à Lausanne. Beaucoup de talent. Vous allez voir, on va en entendre parler de ce petit jeune-là d'ici quelques années. C'était la première fois qu'il était sur une feuille de match en Liga ce soir. 17 ans. Félicitations à lui, même si on ne l'a pas vu jouer. Allez, dernier match à passer en revue, Rapperswil-Berne. Ces deux équipes qui ne vont pas bien. 4 défaites pour Rapperswil. C'était 3 défaites de rang depuis la sortie de quarantaine pour le CP Berne. Et dans ce match, eh bien, finalement, c'est souvent, on dit peut-être, Marc, l'équipe qui marque en premier qui prend une grosse option. Et Rapperswil l'a très bien fait avec Marco Lehmann. Oui, ben voilà. Rapperswil, c'est quand même joué par rapport à la saison passée. Ils ont à nouveau fait une évolution. Chervenka, c'est un super joueur qui met les pucks, qui met les passes. Là, ça me fait penser au but de dimanche de Fuchs à Bienne. La même équipe qui reçoit le même but. Voilà. Pourtant, 22 secondes après, Robin Leblanc, Berne égalise. On se dit, tiens, on n'a pas douté et ça peut faire du bien aux ours. Oui, puis c'est sûr, quand tu es une équipe fragile comme Berne cette année, que tu réussis à revenir dans le match rapidement, ça peut bien sûr te redonner confiance pour le reste du match. Mais le problème, c'est ce qui va faire mal, Stéphane, c'est ce but à 19e minute de jeu en fin de période où le défenseur Eric Blum va mal paraître, va se louper et va permettre aux Lakers d'aller inscrire le 2-1, un but qui
fait mal dans les têtes et qui va laisser finalement Berne se noyer dans cette rencontre. C'est tellement mal joué là, entre Blum et Berger. Là. Ouais, les deux. Hein, c'est catastrophique. Là. Regardez, Blum, il s'en va à l'extérieur pour jouer un contre un. Berger prend le même joueur que lui. Petite passe au milieu. Bon, c'est joli. Honnêtement, c'est très, très bien joué. La passe sur le back-end, le saucer du joueur est très bien joué. Mais quand vous avez deux joueurs qui viennent vers vous à l'entrée de zone, comme ça, c'est facile à ce niveau-là. L'erreur de Berger est presque pire que celle de Blum parce qu'il back-checkait. Normalement, il aurait facilement pu rattraper le gars qui a finalement marqué. Donc, c'est les deux. Ils ont fait mal joué. Ils ont très mal joué. C'est assez symptomatique de Berne cette année. Honnêtement, en défense, ils font « wow, c'est compliqué ouais. ». Alors, Rapperswil mène 2-1 et aurait pu enfoncer le clou 3 fois encore. 3 fois où ils vont aller toucher les montants du but de Wüttrich. La première possibilité, on va vous les montrer les 3. On les a compilés. Là, ça va être dévié sur l'angle du but. On se dit, tiens, ça veut pas, Marc. Le 2-1 ne tient pas à grand-chose et Rapperswil a loupé le coche. Alors là, maintenant, est-ce que c'est la maladresse des joueurs de Rapperswil ou c'est vraiment la chance, la grande qualité du gardien qui prend l'intérieur du but? Après l'intérieur. Mais là, sur la deuxième chance, là, il l'avait vraiment déjoué. Là, c'est de la maladresse. Ouais. Parce que juste un peu de patience, c'était facile. Il a raté son shoot comme si le puck était sur le talon. Mais là, la première fois, c'était de la chance. C'était l'épaule et tout. Là, ton gardien préféré, Wüttrich, a été chanceux. Non, mais pas préféré. Mais heureusement pour lui, malgré que Berne, non, mais je trouve qu'il y a du talent. Oui, je trouverais de valeur qu'il joue pas. Parce que de toute façon, ils sont derniers. Tant qu'avoir une année de merde, autant faire jouer ton jeune gardien. Fais jouer puis développer-le. C'est seulement la chose. C'est le gardien de l'avenir, hein? 50 francs que Wüttrich devient un bon gardien. C'est sûr qu'il va devenir un bon gardien. Mais en fait, c'est bon pour lui qu'il joue, hein, parce que les jeunes gardiens, quand ils sont bons, faites-les jouer, puis vous allez être content dans 2 ans. C'est une année comme ça, là. Profitez, c'est parfait cette année. Bon, on rigole en plateau, mais je vous promets que les supporters bernois doivent un petit peu la voir mauvaise parce que Červenka va aller le marquer, ce 3-1. Ce but qui sera décisif dans cette rencontre. Encore une très, très mauvaise relance bernoise. Marc Leuenberger qui profite à un sniper comme Roman Červenka. Oui, ben c'est ce CP Berne qui ne sait plus aller, qui ne sait plus où se mettre. Je ne sais pas, ils ont dû avoir des théories de placement nouvelles, peut-être un nouveau style de jeu. Et puis là, Červenka, quand il arrive comme ça, on le connaît. Hein, donc, on voit, il fait semblant de regarder pour une passe, il fait 2 pas, boum, puis c'est parti dans la lucarne. Ouais. Stéphane, 2 plus 10 minutes, ça ne passe pas hors des radars à MySports. Tu vas pouvoir l'analyser. C'est une charge de Thomas Thierry sur Gianmarco Vetter. Non, celle-là, je ne l'aime pas du tout. Celle-là ils auraient donné 5 là-dessus, puis ça ne m'aurait pas choqué du tout. Parce que là, il a vraiment étendu les bras. Il savait que le joueur était vulnérable. Regardez, là, il étend les bras. C'est un cross-check. C'est un cross-check, un joueur qui est vulnérable. Heureusement, le joueur a pu tourner sur lui-même, éviter le pire. Ça, pour moi, c'est pire que Barberio. Bien, c'est beaucoup pire que Barberio parce qu'il y a le geste du double échec. Alors, Barberio a eu un geste de pousser. OK. Alors, si le joueur reste sur la glace, blessé, il donne 5 match. Ouais. Si le joueur se relève à Lausanne, on donne 2-10. On peut le voir comme ça. Si tu es entraîneur, tu vois ça, tu dis à tes joueurs, restez sur la glace chaque fois, on va avoir 5 minutes de power play. C'est le risque. C'est la conséquence. On pénalise la conséquence. Ouais. C'est humain. Les arbitres, ils disent « Ouh, le joueur est sur la glace, il est blessé, je ne veux pas être mis en cause. » Est-ce qu'on n'est pas influencé par Mais moi, je pense qu'on pourrait, je le répète, comme un vieux disque qui tourne, on devrait pouvoir les revoir à la vidéo. Les arbitres devraient pouvoir aller à la revoir. Vous allez me dire « Ouais, ça prend trop de temps. » Mais on va, des fois, 2 minutes pour rajouter 2 secondes au tableau en fin de match. On pourrait aller voir cette scène-là. Et je suis sûr que s'ils voient la vidéo, ils vont dire « Vous auriez dû donner 5 match. » Parce que, regardez, elle n'est pas belle, mais pas du tout. Je ne serais pas surpris qu'il y ait une enquête. Il y a plus d'énergie dans ce mouvement-là que celui de Barbero. Hein. Barbero, c'est vraiment comme ça. Simplement, la chute est moins pire. Non, mais elle a l'air pire chez Barbero parce qu'il part vraiment en avant. Quand la bande, tandis que là, il y a plus d'élan, mais il arrive, il est plus ou moins latéral et il tourne. C'est ça. On apprécie aussi le geste de Thierry qui s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur, qui vient tout de suite s'excuser. Il faut aussi le souligner, ce n'est pas toujours le cas. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans la suite de ce match? Rapperswil marque le 4-1 avec Kees Ferry sur une passe de Jérémy Vick à domicile. Ça va plutôt bien pour Rapperswil, Robin Leblanc cette année, et le prouve face à une équipe
de Berne qui joue pas son hockey, voilà. Oui, tout simplement. Puis Rapperswil, c'est vrai que depuis l'année passée, ils réussissent à marquer beaucoup plus régulièrement. On sait que l'année passée, il y avait des problèmes offensifs assez graves. Puis cette année, je veux dire, c'est une équipe de 7, 8, 9e place comme ça. Puis ils sont jamais faciles à battre. Puis ce soir, ils ont joué un très bon match. Alors, si Berne voulait se donner les moyens d'avoir encore sa chance, il fallait marquer dans ces 3 dernières minutes. Ça va être fait après ce puck-là qui revient sur Vincent Praplan, qui le loge au bon endroit. Mais ça sera qu'un feu de paille parce qu'il y aura le dernier but dans la cage vide de Jérémy Vick encore. Stéphane, 5-2 finale pour Rapperswil. Petite victoire facile pour Rapi contre Berne. Berne est rendu un adversaire facile, là. Donc, sérieusement, Berne, c'est une victoire dans les 10 derniers matchs. Honnêtement, ils font peine à voir. Puis souvent, quand tu as 10 matchs de moins que les autres, tu dis c'est bien parce qu'on va rattraper notre retard. Mais là, dans le cas de Berne, ils voient on a 10 matchs de moins, mais de la façon que ça va là, je suis pas sûr s'ils gagnent tous pour rattraper les autres. Donc clairement, moi, je pense clairement qu'ils vont finir dans les 4 derniers. Ouais. Puis ce qu'ils peuvent accrocher, c'est peut-être une place 9 et 10, 8, 9, 8, 9, 10 pour une place en mini play-off. Mais ils font peine à voir. Retour FNR qui a commencé à travailler aujourd'hui à Berne. Ouais. On a trouvé un accord avec Davos. Il a vidé ses affaires. C'est normal. Il y a du pain sur la planche. Oh oui, ça va être difficile. Parce que là, il faut redresser la barre. Ça va prendre plusieurs années. Oui. Moi, je pense que ça va prendre plusieurs années à Berne. On va passer par une reconstruction. On n'a jamais vécu ça à Berne, des reconstructions. Mais là c'est définitivement une reconstruction. Ouais. Et vous l'avez vu sur le dernier but, quand même, ce puck de Jérémy Vick avance, et c'est pas Schwery qui le touche, c'est le défenseur qui doit se le mettre au fond. Donc, quand rien ne va, Marc Leuenberger, il n'y a rien qui va à Berne. Mais c'est comme ça. Il y a comme une chaîne là qui s'est mise en marche depuis un peu l'année passée, on peut le dire. Et ils n'ont pas remplacé. C'est une équipe qui a été vieillissante. Qu'est vieillissante? Parce que les stars et tous ceux-là qui devraient... Herbert, Blum et compagnie. Là. Sont vieillissants et c'est eux qui devraient tenir la baraque, puis jouer, puis un peu poser les choses. C'est eux qui font les plus grosses bêtises. Mais si on est honnête, l'équipe de Berne, quand on les regarde, les erreurs ils ont clairement été faites au niveau management. Hein? Je veux dire, c'est une équipe qui était vieillissante. Il n'y a jamais eu des signatures de jeunes joueurs. On sait que Berne, il n'y a pas de relève. On ne peut pas voir de relève proche. Donc, c'est pour ça que... Mon petit doigt me dit que Rafanar va s'y mettre assez rapidement. Oui, mais ça va quand même prendre 2-3 ans. Puis, ça va pas... Et puis, moi, je vais faire quand même une petite... Florence Schelling, elle a fait une erreur, c'est le choix du coach. Ouais. Mais les joueurs qui sont là cette année, c'est Alex Chachin, c'est ses prédécesseurs qui n'ont pas réussi à signer des signatures de Berne les dernières années. Là. Ouais. Et le problème, c'est que Berne... l'excuse, c'est toujours il y a tellement de pression. On doit tellement à Berne pouvoir être champion ou arriver en finale que certains joueurs ont peur, qu'ils ne veulent pas forcément, et puis que, ma foi, d'autres clubs ont maintenant aussi d'autres moyens financiers. Moi, je pensais que la pression à Berne, c'est toi qui la vendais. Aussi. C'est toi qui la vends, OK, d'accord. Aussi. Non, mais c'est terrible parce que j'ai eu discuté à plusieurs reprises avec Marc Luthier. Il dit une des choses difficiles, c'est la pression que le public, que les fans mettent sur le club. Un club qui a toujours gagné. Et donc, et amener des jeunes, je pense que ça passe vraiment par une messieurs, ces dernières années, à part que Berne est toujours le champion au titre, quand on se loupe quand même assez fortement. Allez, il est l'heure de passer aux 3 étoiles. Il a aidé le Lausanne Hockey Club à bâtir son succès aujourd'hui contre Zug. Tim Bozon, auteur de 2 buts, Stéphane Rochette. Très solide prestation de sa part. Oui, Tim Bozon, cette année, qui, dans un rôle très précis à Lausanne, revit après avoir des années peut-être difficiles ou certains rigolaient la transaction quand il est passé à Lausanne, mais je pense que dans son rôle, il apporte beaucoup à cette équipe-là. C'est un joueur qui peut jouer physique, etc. Et lui, là, n'eût été de ses problèmes de santé, il a fait une méningite quand il avait été repêché par les Canadiens de Montréal. C'est un prospect NHL. Il n'a pas eu ses problèmes de santé. Il jouera peut-être en NHL aujourd'hui. Ouais. Et honnêtement, je suis content pour lui parce qu'il le mérite. On reste à Lausanne pour la 2e étoile avec le gardien Luca Boltzhauser qui a été à plus de 96% d'arrêt, Marc Leuenberger. Et si Lausanne gagne 5-1 contre Zug en laissant qu'un but aux Zougois, il en a aussi une part de mérite. Oui, absolument. Il a une part de mérite et surtout... c'était contre Zug. Donc, c'est pas juste une équipe. Il a tenu la baraque, il a été là au bon moment.
et il mérite cette nomination. La première étoile ce soir, il n'en a pas forcément l'habitude chez nous. C'est Jérémy Vick, l'ancien joueur de Genève, qui en est finalement crédité. 1 but, 2 assists, 4 tirs. Je crois un +3 pour lui au final sur cette soirée. Voilà, il a connu tout un match, Robin Leblanc. Ben ouais, c'est un joueur qui n'a pas l'habitude d'être dans les premières étoiles, mais c'est un joueur qui travaille toujours fort. C'est un joueur de soutien à Rapperswil. Puis il y a eu une très bonne soirée ce soir, donc il mérite sa première étoile. On entend souvent les stars, les Tchervenka, Clark et tout. Bravo. Et mérite aussi à Jérémy Vick qui a très bien manœuvré pour ce succès contre le CP Berne. Alors, on récapitule tout ça avec les résultats de la soirée, le succès du Lausanne Hockey Club dans le match du haut de classement face à Zug. Davos qui a mené d'abord, mais qui s'incline finalement dans les dernières minutes face à Zurich. Lugano qui vient chercher la victoire à la BCF Arena 2-1. Et je vous l'ai dit, la victoire de Rapperswil Jona Lakers 5-2 face au CP Berne. Du coup, au classement, on n'a pas de grands changements dans la hiérarchie, sauf que Zurich reprend 3 points d'avance par rapport à Fribourg-Gotteron et que Rapperswil dépasse Ambry et que les 2 clubs bernois que sont Langnau et Berne ferment toujours la marche. Il y avait 2 matchs aussi, c'est ça que je voulais dire, en Swiss League. La défaite de Ajoie qui joue énormément en ce moment 3-2 chez eux face à Viège et les Ticino Rockets qui battent Holton 4-1 au classement. Holton maintenant qui avait gagné ses 2 confrontations contre Ajoie est largement devant. Langenthal essaye de suivre, Ajoie toujours des matchs en moins. Sierre et Chaux-de-Fonds toujours sur le top 6 de ce classement de Swiss League. Je me tourne vers vous, messieurs. Merci, Robin Leblanc. Plaisir. Dépannage un petit peu dernière minute, c'était sympa de t'avoir. Vous m'avez pris à coup. Voilà. Merci, Marc Leuenberger. Merci à vous. Et merci Stéphane Rochette pour cette soirée. Merci à la régie aussi pour la bonne tenue de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, aussi d'être toujours avec nous. On vous retrouve très, très rapidement pour de nouvelles aventures sur le monde du hockey sur glace. Bonne soirée.